Et maintenant, le troisième exposé de cette matinée, Sophie Gigot, qui va nous parler de rationaliser l'action du sujet empirique à l'agent rationnel. Sophie travaille depuis longtemps sur Mouzil. Elle vient de publier, je le signale parce que c'est chez un tout petit éditeur, l'improviste, un livre qui s'appelle La raison vivante. Vous voyez qu'on est tout à fait dans le sujet. Robert Mouzil et la vérité romanesque. Alors il y a un handout, un document avec des citations un petit peu longues qui circulent, sur lequel donc ces citations sont photocopiées. Donc je vais commencer, même si tout le monde n'a pas encore le document sous la main. Donc puisque, comme Jean-Jacques Rosat vient de le dire, je connais relativement bien Mouzil, je commencerai par citer un passage de L'homme sans qualité, dans lequel Mouzil met en scène Ulrich, ce jeune mathématicien, et sa sœur Agathe, cherchant après coup une raison afin de justifier la falsification du testament de leur défunt père, falsification qui est destinée à léser l'époux d'Agathe, dont celle-ci souhaite divorcer. Donc la jeune femme reçoit une lettre de l'époux, s'indignant du procédé et réclamant une explication. Et là où on s'attendrait à ce qu'Agathe invoque sa haine de son mari, son intention de lui nuire, ou simplement le but de divorcer, eh bien la jeune femme se retrouve désemparée et absolument incapable de rendre raison de l'acte qu'elle a commis. Et il s'ensuit une conversation entre frères et sœurs sur la nécessité de rationaliser l'action, dont vous avez un bref extrait qui correspond à la première citation, je vous les lis. Ulrich parla de l'étui à cigarette qu'un homme fortuné vole dans un hôtel. Il avait échafaudé une théorie selon laquelle un tel délit ne pouvait avoir que 3 raisons. La misère, la profession ou sinon une défectuosité du psychisme. Et donc Ulrich poursuit ainsi. Lorsque nous parlions de cela, tu m'as objecté qu'on pouvait aussi le faire par conviction. Ce à quoi Agathe répond, j'ai dit qu'on pouvait le faire tout simplement. Par principe, autrement dit. Non, pas par principe. Mais justement, dit Ulrich, si on fait quelque chose de ce genre, on doit au moins y associer une conviction. Je ne sors pas de là. On ne fait rien simplement. Ou bien c'est fondé de l'extérieur, ou bien de l'intérieur. Peut-être n'est-ce pas facile de le distinguer, mais nous n'allons pas philosopher là-dessus aujourd'hui. Je dis simplement que si l'on juge juste un acte dénué de fondement, ou si une décision n'est de rien, on est suspect de maladie ou d'insuffisance psychique. Et c'est d'ailleurs ainsi que Ulrich va taxer sa sœur du double qualificatif d'idiote sociale et d'idiote morale. Donc ce que je vous propose de faire, c'est justement de philosopher là-dessus aujourd'hui. Alors l'intérêt de cette scène est multiple. D'abord, elle présuppose une distinction bien connue entre ce qui arrive et ce que l'on fait, c'est-à-dire entre l'événement et l'action intentionnelle. Et deuxièmement, elle indique que l'action intentionnelle exige d'être rendue intelligible d'une manière spécifique. Autrement dit, il faut pouvoir en rendre compte par des raisons. On ne peut pas faire une action intentionnelle sans raison, simplement. Ça rejoint également une idée bien connue d'Elisabeth Anscombe dans l'Intention, où elle explique qu'il n'y a pas d'action volontaire ou intentionnelle si on se contente de répondre « je l'ai fait » tout simplement à la question « pourquoi ». Et troisièmement, on voit ainsi se dessiner une distinction entre le sujet en tant qu'être empirique, soumis à des causes indépendantes de sa volonté, et l'agent rationnel qui agit pour des raisons dont il est capable de rendre compte, et ce de manière intelligible pour la communauté sociale. Donc ce serait toute la différence entre écraser la queue du chien par inadvertance, parce qu'on a été bousculé, et écraser la queue du chien pour lui faire mal. Alors on serait tenté de dire que dans le premier cas, le comportement du sujet est dicté par des causes indépendantes de sa volonté, qu'il est pour ainsi dire causé, alors que dans le second, il est motivé à agir par des raisons qui lui sont propres. Donc le registre de l'explication causale vaudrait en ce qui concerne les comportements naturels ou les actions involontaires, et le registre de la justification par des raisons concernerait l'action intentionnelle. Cependant, il est fréquent, et pas seulement en philosophie, de recourir au lexique de la causalité lorsqu'il s'agit de rationaliser nos actions volontaires. En effet, le sujet n'est pas seulement mu par des causes, mais il dispose lui-même d'un certain pouvoir causal, notamment celui d'être cause de ses propres actions. Pour penser cette causalité de l'agent, prenons comme point de départ la figure de l'agent rationnel telle qu'elle apparaît chez Kant. Pour Kant, ce qui caractérise l'action intentionnelle, c'est le pouvoir que possède l'agent de s'autodéterminer en vue d'une certaine fin,
c'est la capacité de se constituer comme cause d'une certaine fin voulue. C'est un passage des Fondements. Donc l'autonomie kantienne, comme capacité rationnelle d'être la propre cause de son action, offre une certaine version de la causalité qui contraste avec la première image d'une causalité qui serait aveugle, que subirait un sujet purement empirique. Et donc à partir de là, eh bien, on peut se demander ce que vaut la distinction entre raison et cause de l'action. Cette distinction entre les raisons d'agir et les causes de l'action a été récemment soutenue aussi bien par des arguments wittgensteiniens que par les défenseurs d'une causalité rationnelle comme Donald Davidson. Si l'agent rationnel est doté d'un pouvoir causal, celui de déterminer les causes de son action, quelle est alors la pertinence de la distinction entre les causes et les raisons d'agir, et plus encore de la thèse d'une irréductibilité des raisons aux causes. Donc je vais consacrer un premier point sur cette idée de causalité rationnelle et sur les arguments wittgensteiniens évoqués. Dans son essai consacré à la causalité des raisons, le terme même de causalité étant entre guillemets, Jacques Bouvresse poursuit une réflexion d'abord menée dans un précédent ouvrage, Philosophie, mythologie et pseudosciences, Wittgenstein, lecteur de Freud, où il affirmait que, je le cite, « Même si la raison ou le motif peuvent être éventuellement une cause, ils ne peuvent en tout cas pas être simplement une cause. » Alors il faut rappeler que cette thèse de l'irréductibilité des raisons aux causes est introduite dans le contexte d'une réflexion sur la méthode employée par Freud pour rationaliser nos actions. Il s'agit en premier lieu de savoir, c'est la citation numéro 2, si Freud a ou non commis la faute qui consiste à prétendre découvrir des causes par une méthode qui est en réalité appropriée uniquement à la recherche de raisons, c'est-à-dire si, après avoir admis que les raisons peuvent être des causes, nous devons également admettre que lorsque les causes sont des raisons, l'explication par des raisons apparaît comme une explication causale qui procède simplement d'une façon différente, et en fait complètement différente de ce qui se passe lorsque la relation concernée est la relation de causalité ordinaire. Fin de la citation. Donc la question ainsi posée nous met en présence de deux thèses bien distinctes. La première, c'est que les raisons peuvent être des causes. Il faudrait alors distinguer trois manières de rendre compte de nos actions. La première, par des raisons qui ne sont pas des causes, appelons-les de pures raisons ou des raisons externes. La seconde, par des raisons qui sont aussi des causes, par exemple les causes rationnelles de Davidson. Et la troisième, par des causes qui ne sont pas des raisons, et on peut aller jusqu'à dire qu'elles sont justement hors du champ de la rationalité, ni rationnelles ni irrationnelles, et qui sont dans une certaine mesure aveugles, ignorées ou totalement subies. Et puis il y a une seconde thèse impliquée par cette analyse des méthodes freudiennes, c'est que le mode de connaissance des causes rationnelles est distinct du mode de connaissance des causes ordinaires. Ce qui signifie que non seulement les causes rationnelles seraient des causes d'un type spécifique, la causalité rationnelle serait distincte de la causalité ordinaire, mais en plus que l'explication causale, dans ce cas, requiert une connaissance spéciale. Ces deux thèses, qui sont trop souvent amalgamées, ne vont pas nécessairement de pair, et c'est justement pour éviter leur confusion que Jacques Bouvresse mène ce travail de clarification des raisons et des causes dans l'essai évoqué. D'une part, il est d'accord, c'était en tout cas le cas il y a 10 ans, avec Davidson sur le premier point, et admet, ce qui est également le cas de Wittgenstein selon lui, que les raisons puissent aussi être des causes. Mais d'autre part, sa discussion de la notion de causalité rationnelle chez Davidson montre que la théorie de Davidson ne rend pas compte du second point de manière satisfaisante. Et Jacques Bouvresse s'accorde avec Wittgenstein pour rejeter le second point. Il pense que la causalité rationnelle, une fois admise, n'est pas un type spécial de causalité impliquant un mode de connaissance propre. Par exemple, ce n'est pas une causalité intérieure impliquant un mode de connaissance par introspection, quelque chose comme une perception interne ou un sens interne. Et donc un observateur extérieur peut conjecturer les causes de mon action au même titre que moi. Je ne suis pas mieux placé car doté d'un sens interne comme voie d'accès privilégiée à des données intérieures. Or, ce rejet du second point explique l'importance de maintenir la distinction entre les raisons et les causes. Si l'explication causale de mon action procède à l'identique, qu'elle s'applique à la causalité rationnelle ou à la causalité ordinaire, qu'elle implique un point de vue en première ou en troisième personne, il n'en va pas de même de l'explication par les raisons. On peut donc repérer deux manières différentes de rationaliser l'action, l'explication causale
qui consiste à faire des hypothèses sur ce qui a provoqué l'action, des conjectures élaborées à partir de faits empiriques, de données observables, donc d'un point de vue extérieur en troisième personne, ce qui ne signifie pas que l'explication causale est réservée à l'interprétation de mon action par autrui. Je peux très bien moi-même adopter un tel point de vue en troisième personne sur mes propres actions et inférer de ce que je peux observer de moi-même les causes de mon action. Évidemment, ça suggère une certaine aliénation. La seconde manière de rationaliser l'action consiste à la justifier par des raisons que seul l'agent peut connaître et énoncer avec une autorité incomparable, non pas, encore une fois, parce qu'il les aurait découvertes en soi-même suite à une observation intime ou à une inférence bien menée, mais parce qu'il y adhère, et c'est cette adhésion qui se manifeste justement par son action. Autrement dit, l'irréductibilité des raisons aux causes est avant tout présentée comme la conséquence de la symétrie entre le rapport à soi en première et en troisième personne. Et cette question du mode de connaissance de l'action intentionnelle est ce qui nous oblige à préserver la distinction entre les raisons et les causes. Alors dans ce cas, on peut se demander quelle est la pertinence d'une notion comme celle de cause rationnelle. En effet, pourquoi ne pas tenir les éléments explicatifs pour des causes et les éléments justificatifs pour de pures raisons ? Est-il bien nécessaire d'introduire une sorte de troisième terme entre les simples raisons et les simples causes, à savoir ces raisons qui sont aussi des causes ? Alors, il me paraît clair que l'attachement à la notion de causalité, y compris dans le cas des raisons justificatives, relève sinon d'une confusion entre causalité et motivation, du moins d'une exigence d'efficacité pratique des raisons. Il semble difficile de renoncer à l'idée qu'une raison d'agir soit dotée d'un certain pouvoir pratique qui en fait la raison de mon action, et pas seulement une raison théorique que je pourrais avoir d'accomplir éventuellement une action. Jacques Bouvresse rappelle que, c'est la citation numéro 3, « Si on admet, comme il semble effectivement nécessaire de le faire, que l'indication d'une raison peut être en même temps celle d'une cause, il est normal de supposer que la cause, lorsqu'elle est une cause rationnelle, autrement dit une raison, peut avoir avec son effet le même genre de relation qu'une raison avec ce qu'elle justifie. Davidson fait remarquer à juste titre qu'une raison ne peut expliquer ce dont elle est la raison qu'à la condition de pouvoir également contribuer causalement à sa production. Car c'est bien ainsi que nous utilisons la notion de raison. Sur ce point, la conception traditionnelle et le sens commun sont certainement dans le vrai. » Fin de la citation. Donc l'intérêt de la cause rationnelle, c'est d'être à la fois dans une relation empirique d'efficience avec ce dont elle est la cause et dans une relation logique avec l'action qu'elle justifie. Ce que souligne ce passage, c'est à la fois la difficulté et l'exigence de concilier la force psychologique, motivationnelle des raisons avec leur force normative. L'idée de causalité renvoie à la force psychologique, à la capacité à motiver l'action. L'idée de justification rationnelle fait appel à la normativité de ce genre de causes qui sont aussi des raisons. Nous avons donc besoin d'examiner la nature de la motivation de l'action afin de déterminer la pertinence de l'idée de cause rationnelle. En effet, cette idée ne repose-t-elle pas sur le présupposé que des raisons sont des considérations purement normatives auxquelles il serait nécessaire d'adjoindre une sorte de supplément de force psychologique pour qu'elles aient une véritable efficace pratique ? Et à cela, ne peut-on opposer l'idée que les causes sont exclues du champ de la rationalité et que ce qu'on appelle les raisons sont à la fois normatives et motivantes, ou même normativement motivantes. Donc, si on met cela en perspective avec la version kantienne de l'agent rationnel, on pourrait dire qu'être un agent, ce n'est pas énoncer les causes de son action, c'est se déterminer comme cause de sa propre action en vertu de raisons dont on reconnaît la dimension normative. Alors avant de poursuivre cette description de l'agent rationnel comme cause de ses actions, il faut revenir sur l'activité même de rationalisation de l'action et ce qu'elle nous suggère quant au rapport entre l'action et ses raisons. Donc, mon second point porte sur ce rapport entre l'action et ses raisons. Si on reprend le paradigme causal de la rationalisation de l'action, disons la conception davidsonienne de la rationalisation comme explication causale, il apparaît que même si la rationalisation s'opère après coup, la connexion causale implique un antécédent causal. C'est d'ailleurs ce qui justifie le recours à la terminologie de l'événement pour penser la causalité mentale rationnelle. Un événement mental A est la cause d'un autre événement, par exemple physique, l'action B. Si je reprends la situation de Agathe, si Agathe falsifie le testament paternel dans l'intention de léser son époux,
l'intention est la cause de l'action. Ou si Agathe éprouve le désir de nuire à son époux, ce désir sera la cause de son action. Alors, comme on le sait, la conception de Davidson est un peu plus raffinée, puisqu'il considère la causalité mentale non pas à partir d'une seule attitude, un désir par exemple, mais à partir de la combinaison d'un désir et d'une croyance. La croyance exprime un raisonnement instrumental qui porte sur le moyen de réaliser le désir. Dans notre exemple, Agathe a le désir de nuire à son époux et elle croit que la falsification du testament à son détriment sera un bon moyen de réaliser ce désir. Donc le couple désir et croyance cause l'action de falsification. Et dans cette perspective, les raisons d'agir proviennent des événements mentaux de l'agent et la causalité mentale explique l'action, elle-même considérée comme un événement physique. Cette logique événementielle de l'action sur le modèle de la causalité ordinaire implique de séparer la cause de l'effet, la raison de l'action dont elle est la raison. Même si la rationalisation a lieu a posteriori, elle consiste à décrire l'action comme l'effet d'une attitude mentale préexistante. Ainsi, dans son essai intitulé « La liberté d'action », Davidson affirme que, je cite la traduction de Pascal Angèle, c'est la citation numéro 4, « Pour pouvoir être considéré comme une cause, l'événement mentionné doit être distinct de l'action. » Ou encore, la condition antécédente, A a des désirs et des croyances qui rationalisent X, est antérieure à l'action et distincte d'elle, elle est donc propre à en être la cause, dans ce cas c'est un état plutôt qu'un événement, mais on pourrait modifier la condition ainsi, venir à avoir des désirs et des croyances qui rationalisent X. Bon là, dans ce passage, Davidson critique en fait les théories causales qui considèrent la causalité mentale en termes d'actes mentaux que le sujet est libre ou non de faire, ou de volitions qui doivent elles-mêmes être accomplies au même titre que des actions afin de pouvoir causer l'action en tant que telle. Et c'est pourquoi, d'après Davidson, les causes mentales de l'action ne peuvent pas être elles-mêmes considérées comme des actions à effectuer selon une analyse qui régresserait à l'infini. Donc l'agent adopte certaines attitudes, désirs, croyances, qui peuvent jouer le rôle de condition causale sous une certaine description rationalisante de son action. Le contrôle rationnel sur ces événements mentaux n'est pas semblable à l'autodétermination à agir, en ce sens que l'agent ne délibère pas pour savoir quel désir choisir, mais plutôt à partir du désir qu'il possède, il réfléchit pour savoir si ce désir lui fournit une raison d'agir. Dès lors, l'une des réserves qu'on peut concevoir envers l'idée même de causalité mentale, qui accompagne celle de causalité rationnelle, est de supposer la séparation entre l'action et ses raisons, et le caractère antécédent des raisons pensées comme des causes. Alors, il ne s'agit évidemment pas de dire qu'il y aurait des causes rationnelles sans effet, tant elles seraient distinctes de l'action et lui préexisteraient. Ce serait dissoudre la notion même de cause. Mais ça revient plutôt à considérer l'action comme le produit, le résultat de conditions antécédentes, alors même que le point de départ de la rationalisation de l'action est l'action même. En effet, si l'action est envisagée comme un résultat, comme quelque chose que l'agent a produit, on retombe facilement sur une description de l'action en termes d'explication causale. Le produit est bien l'effet d'une cause, fût-elle mentale, et c'est le reproche qui est adressé de manière générale par Christine Korsgaard aux théories conséquentialistes de l'action ou de la morale, qui se focalisent sur ce que l'agent effectue plutôt que sur la manière dont il se rapporte à autrui. C'est la citation numéro 5. « The subject matter of morality is not what we should bring about, but how we should relate to one another. » Donc en gros, l'objet de la morale n'est pas ce que nous devrions réaliser, effectuer, mais comment nous devrions nous rapporter les uns aux autres. De la même façon, on pourrait dire que l'objet de la réflexion pratique n'est pas l'effet produit par l'agent, donc l'action, mais sa manière de se rapporter aux autres en agissant d'une manière justifiée par des raisons qui rendent en même temps son action intelligible pour autrui. Au lieu de déterminer ce que l'agent peut ou doit faire, ce qu'il peut réaliser pour lui-même ou pour nous, la tâche éthique serait bien plutôt de déterminer quelles sont les raisons d'agir communes aux agents rationnels, raisons publiques et partageables par les autres. Voici donc deux modèles différents de l'action, produire un effet, obtenir un résultat, ou alors déterminer ce qui compte comme une raison d'agir. Dans le premier cas, l'action est bien le résultat d'une volonté libre, mais pensée sur le mode de la cause efficiente. Dans le second, l'action est l'expression de la raison d'agir du sujet. Alors, le terme d'expression est peut-être discutable. À défaut d'action, on ne peut pas dire que l'agent avait une raison d'agir. La raison d'agir se confond avec l'action qu'elle motive. Et donc c'est bien en agissant que l'agent détermine ce qui compte pour lui comme une raison. On peut donc opposer au modèle causal la thèse de l'inséparabilité de l'action et de ses raisons,
Une raison d'agir n'est pas une entité, événement ou état séparable de l'action. Et dans ce cas, expliquer ou décrire l'action, c'est expliquer ou décrire sa raison. L'action n'est pas un effet, une conséquence ou un résultat, ni une réaction appropriée à une cause mentale. Elle incarne cette raison, elle exprime l'adhésion de l'agent à cette raison. D'où mon troisième point, comment concilier la force psychologique des désirs et des autres attitudes de l'agent avec l'apparente inertie qu'on reproche aux considérations normatives. Alors, c'est un questionnement qui est au cœur du débat bien connu entre l'internalisme et l'externalisme des raisons, qui a été mentionné hier matin. Donc, débat qui, je le rappelle, a été ravivé dans les années 80 par le philosophe Bernard Williams. Et donc, pour récapituler grossièrement les termes de ce débat, selon l'interprétation internaliste, qui est défendue justement par Williams, un agent a une raison de faire X si une délibération rationnelle, ainsi que la connaissance des faits pertinents, lui montre que faire X peut l'aider à satisfaire un ou plusieurs éléments parmi ses motivations. Et au contraire, selon l'interprétation externaliste, un agent a une raison de faire X indépendamment de ses motivations. Donc une telle opposition a l'intérêt d'interroger avec une acuité particulière les rapports entre l'explication causale de l'action, autrement dit les raisons explicatives, et les raisons justificatives qui ont une force normative. En effet, les raisons internes se caractérisent par leur pouvoir causal et donc leur capacité à expliquer l'action, alors que les raisons qu'on appelle externes, objectives, justifient l'action d'un point de vue normatif sans pour autant contribuer à sa réalisation effective. Et en ce sens, les raisons normatives semblent manquer d'efficace pratique et peuvent même s'avérer, selon certaines positions morales, des raisons absolues, totalement séparées de l'action. La force motivationnelle et la force normative des raisons seraient ainsi grossièrement dissociées, voire mutuellement exclusives. Alors, en réalité, il y a à peu près personne qui défendrait des interprétations externalistes ou internalistes aussi caricaturales, pour l'externalisme en tout cas. L'une des façons de comprendre cette opposition, c'est de partir de ce genre d'exigence externaliste de raison absolue, indifférente au rapport que l'agent entretient envers ses propres raisons d'agir et envers la sphère de ses motivations. Et en fait, l'internalisme se développe sous forme d'une critique des approches qui seraient très optimistes et qui voudraient que, par exemple, la connaissance du bien suffise à nous le faire aimer et que les raisons morales aient nécessairement un pouvoir pratique. C'est donc la prise en compte réaliste du hiatus entre les raisons morales et les raisons pratiques, qui sont les véritables raisons des actions que nous avons réalisées, qui motive un tel débat. Alors, ça ne signifie pas que les positions dites internalistes sont des théories descriptives sur la nature des motivations psychologiques de l'agent, puisqu'en réalité, l'internalisme des raisons est d'emblée une thèse normative qui se préoccupe de déterminer les raisons d'agir à partir des motivations. Et justement des motivations d'un agent sous réserve de certaines conditions de rationalité. En se focalisant sur l'aspect motivationnel, l'internalisme intègre l'exigence manifestée par quelqu'un comme Davidson d'une contribution causale des raisons à l'action dont elles sont les raisons. À cet égard, la contribution de Joseph Raz, dans son chapitre « Reasons Explanatory and Normative », est une tentative intéressante pour rejeter la thèse d'une inertie des raisons normatives et pour intégrer ces raisons avec leur pouvoir de justification dans une explication causale de l'action. Alors, la question se pose d'abord de savoir s'il existe quelque chose comme des raisons normatives dont le rôle serait de justifier ou même d'exiger une certaine action, et en quoi de telles raisons seraient différentes des raisons explicatives. Alors, si on considère comme Raz que les raisons, quelles qu'elles soient, sont des faits et portent donc sur le monde, alors on pourrait tout à fait considérer qu'il n'y a qu'un seul type de raison, mais qui portent sur plusieurs types de faits. Et la différence entre les raisons explicatives et les raisons normatives tiendrait à la nature des faits qui fournissent des raisons d'agir. On peut imaginer des faits naturels fournissant des raisons explicatives, et à côté de ceci, des faits normatifs correspondant à des raisons qui auraient exactement le même rôle explicatif de l'action motivée par la saisie de ces faits. Alors évidemment, à ce moment-là, on aboutit à une situation où il n'y aurait des raisons qu'en un seul sens qui seraient explicatifs. Alors Derek Parfit propose un exemple qui illustre cette distinction entre les types de faits. Le fait que ton vin soit empoisonné est un fait naturel, alors que le fait que le vin soit empoisonné te donne une raison de ne pas le boire, ça c'est un fait normatif.
Donc si on considère le concept de raison comme univoque, il y aurait donc deux manières d'expliquer l'action, plutôt l'omission de ne pas boire le verre. Premièrement, je ne bois pas le verre parce que le vin est empoisonné. Donc l'empoisonnement du vin est la cause du refus de boire. Et deuxièmement, je ne bois pas le verre parce que le fait que le vin soit empoisonné me donne une raison de ne pas le boire. Cependant, cette raison n'est pas seulement la cause de mon refus de boire, mais elle le justifie. Alors bien évidemment, l'imbrication entre les deux types de faits est extrêmement étroite, puisque c'est le fait naturel, l'empoisonnement du vin, qui revêt une signification normative et qui permet d'aboutir au fait normatif second. Mais si on compare avec un second exemple de fait naturel, le vin a la couleur du sang, on voit bien qu'il n'existe pas de fait normatif tel que la couleur sanguine du vin donne une raison de ne pas le boire. Ainsi, si je refuse de boire mon verre parce que le vin a la couleur du sang, je ne peux pas, ou en tout cas je peux expliquer mon action en termes causaux, mais sans faire intervenir de considérations normatives qui justifieraient mon action et affirmeraient son caractère raisonnable. Considérer ces deux interprétations, explicative et normative de l'action sur le même plan, comme impliquant le même type de raison, revient à rejeter l'équivocité du concept de raison et à nier la différence qualitative que j'évoquais à l'instant et qui est également soulignée par Parfit entre la signification normative que peut revêtir un fait naturel et la normativité propre à une raison en tant que telle. Je vais passer un peu là-dessus. La difficulté, en tout cas, réside dans le fait de saisir à la fois la différence entre les raisons explicatives et justificatives, mais aussi leur profonde imbrication dans l'action. Et c'est en ce sens que Raz défend, à juste titre à mon avis, la thèse d'un nexus entre les deux types distincts de raisons, nexus qui intègre les raisons normatives à l'explication de l'action. On peut résumer en 3 points la position de Raz. Premièrement, toutes les raisons peuvent être explicatives, dans la mesure où elles sont des faits. N'importe quel fait peut figurer dans une explication. Donc si ce fait constitue une raison, celle-ci est toujours potentiellement explicative. Deuxième point, Raz rejette cependant l'univocité du concept de raison. Certains faits peuvent être des raisons en un sens différent, tout en étant des raisons explicatives, ce qui veut dire que certaines raisons ne sont pas seulement explicatives, mais aussi normatives. On retrouve ici la thèse d'irréductibilité des raisons aux causes. Et troisièmement, les raisons normatives jouent un certain rôle explicatif, mais la manière dont elles jouent ce rôle implique qu'elles soient aussi des raisons en un sens différent, c'est-à-dire normatif. Donc elles peuvent justifier ou exiger ce dont elles sont les raisons, ce en faveur de quoi elles comptent, comme des raisons, et c'est ce troisième point qui est au cœur de la thèse du nexus explicatif-normatif, puisque cette thèse affirme à la fois la contribution causale des raisons et l'irréductibilité de leur caractère normatif à leur pouvoir explicatif. Alors comment démêler ce nœud, cette étroite imbrication entre le rôle explicatif des raisons et leur force normative ? Eh bien, les raisons normatives peuvent motiver les agents et guider leur action à condition qu'ils en aient conscience. Au titre de cette contribution causale, elles peuvent entrer en ligne de compte dans l'explication de l'action. Donc comment est-ce que ces raisons normatives expliquent l'action et qu'est-ce qu'elles expliquent exactement ? Lorsque quelqu'un accomplit une action et qu'il a une raison normative de le faire, cela ne signifie pas qu'il ait agi pour cette raison. L'action réalisée ne préjuge pas des raisons de cette action, de ses motifs réels. L'action a pu se produire accidentellement, ou bien, s'il s'agit d'une action intentionnelle, elle peut avoir été motivée par des raisons concurrentes ou par une fausse croyance portant sur une autre raison d'accomplir la même action. Bref, l'existence d'une raison normative potentielle n'est pas suffisante pour expliquer l'action. Si on veut défendre l'articulation entre force motivationnelle et force normative, il faut que les raisons normatives puissent fournir l'explication de l'action dont elles sont les raisons. Si R est une raison de faire X, alors il doit être possible que les gens fassent X pour la raison R. Et lorsqu'ils le font, c'est cela qui explique leur action. Sur ce point, Raz rejoint donc le point de vue internaliste de Bernard Williams. Plus loin, le rôle explicatif que jouent les raisons normatives doit avoir une certaine forme, et cette forme fait intervenir la réflexivité de l'agent, sa croyance consciente qu'il a une raison d'agir. Si R est une raison de faire X, alors il doit être possible que la conscience de R ait motivé l'agent à faire X. L'introduction de l'opérateur psychologique de la croyance pose évidemment un problème. Cela suggère que la raison normative, pour avoir un pouvoir causal et ensuite explicatif,
a besoin d'une sorte de supplément d'âme, d'être doublé d'une attitude du sujet, sa croyance devenant la véritable cause mentale de l'action. Et ce choix de la croyance, plutôt que d'autres attitudes, comme les désirs, les émotions, etc., a cependant l'avantage de concilier la dimension psychologique de la conviction motivante. On est supposé adhérer à sa croyance. Elle a une valeur subjective, elle jouit de l'assentiment du sujet, ce en quoi je rejoindrai Aude pour dire que l'acrasie épistémique n'a probablement aucun sens. Et donc, il y a une conciliation de la dimension psychologique de la conviction et de la dimension cognitive qui a trait aux raisons épistémiques de croire. Alors, bien entendu, cela resserre le lien entre les raisons épistémiques de croire et les raisons pratiques d'agir, ce qui est évidemment un problème. Donc, il nous faut spécifier les conditions pour qu'une raison normative puisse être motivante et dotée d'un rôle explicatif, même s'il est secondaire. On peut ainsi dégager en quelque sorte 3 versions de la relation entre raison et motivation. Une première version qui serait un sens général de cette relation. Les raisons motivantes sont des raisons qui expliquent l'action par ses motivations, tout simplement. Un sens plus étroit, les raisons motivantes expliquent l'action par le fait que l'agent est motivé par sa conscience de ses raisons. Ça correspondrait à la position de quelqu'un comme Jonathan Dempsey, par exemple. Et puis une position intermédiaire, qui est celle de Raz, qui dit que les raisons motivantes sont des raisons qui expliquent l'action par le fait qu'elles soient motivées par la croyance en l'existence d'une raison normative. Il apparaît ainsi que le pouvoir explicatif potentiel des faits normatifs tient justement à leur force normative. N'importe quelle raison normative peut ainsi jouer un rôle dans l'explication de l'action, en tant que fait dont la reconnaissance a motivé et même a guidé l'agent dans la réalisation de cette action. Raz propose l'exemple de la promesse, où le fait que l'agent a promis peut expliquer son action de tenir sa promesse. En ce sens, ce fait constitue une raison explicative, mais ce potentiel explicatif tient justement au fait normatif admis que faire une promesse donne à l'agent une raison de la tenir et de réaliser l'action promise. L'agent peut ainsi considérer sa promesse comme une raison d'agir, il la reconnaît en tant que fait normatif qui peut guider une action raisonnable. Alors, cette analyse, ainsi que les idées suggérées à l'instant, offrent un rôle considérable à la reconnaissance par l'agent de ses propres raisons, que celles-ci soient des faits psychologiques relevant de la vie mentale du sujet ou des faits portant sur le monde. Or, la perception de ces faits ne déclenche pas l'action de façon mécanique. L'action n'est pas une réaction appropriée, instinctive, sinon nous serions des automates rationnels. L'action intentionnelle suppose que l'agent soit conscient de ces faits et les reconnaisse comme des raisons d'agir. Autrement dit, il est nécessaire qu'il croie que ces faits lui donnent des raisons d'agir et c'est cette croyance qui va motiver son action. Donc Raz rejoint ici un point cher à Williams et à d'autres, je pense notamment à Richard Moran, celui de l'acquisition de croyances motivantes. En effet, le lien entre la croyance de l'agent et sa motivation à agir n'est justement pas arbitraire. C'est parce qu'il croit qu'il a une raison d'agir que ce dernier passe à l'action, certes, mais cette croyance elle-même provient, selon Williams, de sa capacité à voir les choses de manière appropriée, correcte. Mais c'est justement cette justesse du regard, cette idée de caractère approprié qui est problématique, parce qu'elle intègre une certaine image, ou elle présuppose en tout cas une certaine image des pouvoirs de l'agent rationnel et des normes de la rationalité. Pour comprendre le rôle de la croyance sans le réduire à celui de simple opérateur psychologique, donc pour préserver la rationalité de l'agent, il faut prendre en compte ce sur quoi des gens comme Roy Edgley ou Gareth Evans et d'autres ont insisté, à savoir la condition de transparence entre la croyance comme attitude mentale et son contenu propositionnel. Et à cet égard, je voulais citer une citation qui résume très bien ce point de Richard Moran dans Autorité et aliénation, c'est la citation 6. Donc il discute des positions de Edgley et Evans. Il dit « Quiconque possède le concept de croyance sait que, bien que l'on croie que quelque chose est vrai, le fait auquel on croit et le fait d'y croire sont deux choses différentes. Du point de vue de la perspective en première personne, je reconnais que ces deux questions sont distinctes en vertu du fait que je reconnais que c'est sur un monde indépendant que mes croyances portent, et elles pourraient donc échouer à se conformer à lui. Ainsi, la relation de transparence, plutôt que de réduction ou de confusion que visent ces auteurs, porte sur la façon dont il faut répondre à un ensemble de questions et sur les types de raisons qu'il faut considérer comme pertinentes. Ils disent alors qu'on répond à une question au présent de la première personne portant sur une croyance
en faisant référence aux, ou en tenant compte des mêmes raisons qui justifieraient une réponse à la question analogue portant sur le monde. Fin de la citation. Donc si l'adoption d'une croyance peut avoir des causes psychologiques, il ne s'ensuit pas que celles-ci suffisent à rendre compte de l'action motivée par cette croyance. La croyance motivante, pour être plus qu'une simple cause de l'action, doit être motivante par son propre contenu. Les raisons épistémiques qui rendent la croyance vraie lui apportent aussi une force motivationnelle. Si, comme le pense Raz, une raison normative est elle-même une partie de l'explication de l'action qu'elle justifie, c'est parce qu'elle est étroitement liée aux croyances de l'agent. La thèse ainsi développée par Raz peut être récapitulée en 4 points. La croyance de l'agent, c'est le premier point, doit être une croyance en un fait qui est une raison et dont il est conscient en tant que tel. La croyance en un fait normatif porte donc sur le fait que quelque chose me donne une raison d'agir. Second point, la croyance elle-même doit être expliquée par l'existence d'une raison de croire et elle doit être acquise et maintenue par un examen rationnel. Troisième point, la raison normative figure dans l'explication de l'action, puisqu'elle est un élément de l'explication de la croyance qui a motivé cette action. Et quatrième point, la croyance consciente qu'il y a une raison d'agir doit non seulement provoquer, mais guider l'action. Donc je vais passer un petit peu sur la position de Raz pour finir sur cette question centrale de la reconnaissance dans la motivation de l'action. Donc la normativité des raisons justificatives tient à la reconnaissance par l'agent que certains faits sont aussi des raisons d'agir. Donc à la différence de l'inertie potentielle de raisons objectives et impersonnelles, les raisons normatives sont motivantes du fait de leur force normative à partir du moment où l'agent les a reconnues en tant que raisons d'agir. Ce qui veut dire que la contribution causale des raisons tient à cette reconnaissance de l'agent. Et c'est ici que nos analyses rencontrent à nouveau la remarque de Wittgenstein, citée par Jacques Bouvresse. Alors, c'est une remarque qui en réalité ne concerne pas les raisons d'agir, mais les raisons de supposer ou de croire. Mais je pense qu'elle peut être utilisée indifféremment dans les deux contextes. C'est la citation numéro 7. Interrogé sur les raisons d'une supposition, on réfléchit, man besinnt sich, à ces raisons. Ce qui se passe ici est-il la même chose que lorsqu'on réfléchit, nachdenkt, sur ce que peuvent avoir été les causes d'un événement? Alors à l'évidence, la réponse est négative. En effet, si on considère l'action comme un événement, la réflexion sur les causes est en quelque sorte indépendante de l'agent. Un observateur extérieur peut tout aussi bien proposer une explication hypothétique des causes de l'action en procédant par inférence à partir des faits observables. La réflexion, ici, désigne le raisonnement hypothétique et inférentiel. En revanche, lorsque l'agent réfléchit et s'interroge sur ses raisons d'agir, il ne procède pas de la même manière, ou alors ce serait bizarre. Sa réflexion porte non pas sur lui-même, mais sur le monde comme ensemble de faits qui peuvent lui offrir des raisons. Plus encore, la réflexion invoquée ici tient davantage de la prise de conscience, de la reconnaissance de ses propres raisons, non pas au sens d'un processus mental d'identification ou de recognition, mais au sens de l'acte d'admettre que certains faits sont bien des raisons d'agir. D'où l'importance de la croyance dans la motivation de l'action, parce qu'elle comporte la dimension d'adhésion, d'engagement envers certains faits. Le recours à l'explication par les causes mentales implique donc une perspective extérieure, en troisième personne sur l'action, perspective qui ne saurait être celle de l'agent lui-même. Donc le type de rationalisation que nous cherchons lorsque nous décrivons nos actions intentionnelles implique que l'agent soit conscient qu'il a une raison d'agir, qu'il la considère ainsi, et on pourrait dire, à la suite de Christine Korsgaard, dans Acting for a Reason, c'est une position qui est assez attrayante, que cette reconnaissance des raisons d'agir passe par l'identification de cette raison à une propriété bienfaisante de l'action en question. C'est la croyance consciente que certains faits constituent des propriétés bienfaisantes de l'action qui fournit une raison d'agir. Donc ici, la croyance que ce que l'on fait est bon, juste, approprié du moins, est ce qui rationalise l'action et ce qui donne à la raison d'agir sa force psychologique et normative. Donc la force motivationnelle des raisons correspond à la conscience du caractère approprié de l'action, et dès lors, avoir une raison d'agir, ce n'est rien d'autre qu'être motivé par sa conscience du caractère approprié de l'action. La raison explique l'action parce qu'elle l'a motivée, et la justifie par la conscience que l'action était appropriée, que c'était bien ce qu'il fallait faire. Cela dit,
la proposition de Korsgaard a tout de même un caractère tautologique. Finalement, l'agent est motivé parce qu'il a conscience d'être motivé. Donc loin d'éluder ce problème, Korsgaard le situe au cœur de sa réflexion sur les raisons d'agir. C'est ce qu'elle appelle le problème de la structure réflexive des raisons. L'agent est motivé à agir par la conscience de ses motivations. Alors cette structure réflexive, je crois qu'elle n'est pas purement circulaire, et on pourrait reformuler l'idée de Korsgaard de la manière suivante. L'agent est motivé par sa reconnaissance du caractère motivant de ses raisons. Le fait psychologique, empirique, d'être motivé ne dépend pas de lui-même. Il est lié à la reconnaissance des faits qui portent sur le monde, qu'ils soient naturels ou normatifs. L'agent est ainsi motivé, en réalité, non pas par sa propre croyance, par le fait empirique de croire, mais bien par le contenu de cette croyance. Toute la difficulté est qu'il lui faut, pour être motivé, reconnaître qu'un tel contenu a une force motivante. Donc c'est le problème incommensurable de l'insensibilité aux raisons, de l'incapacité à voir, à reconnaître les faits, etc. Alors dans la perspective de Korsgaard, qui s'appuie sur la philosophie de Kant, une telle reconnaissance consiste à admettre la force motivante des normes de l'action, c'est-à-dire que les raisons pratiques sont motivantes par leur force normative. Bon, on voit très bien comment, en s'appuyant sur Kant, on peut réussir à faire ça. Donc pour conclure, on peut tirer de ce qui précède quelques remarques sur la figure de l'agent qui se dégage des réflexions sur les raisons d'agir. En effet, nous nous sommes attachés, premièrement, à préserver la distinction entre les raisons et les causes, à travers la thèse de l'irréductibilité des raisons aux causes. On a proposé de penser cette irréductibilité comme existence de deux sens différents des raisons d'agir, un sens explicatif qui renvoie au pouvoir causal des motivations de l'action et un sens normatif qui renvoie aux faits qui justifient l'action et permettent aussi son évaluation objective ou intersubjective, en tout cas publique. Et puis, deuxièmement, on s'est attaché à ne pas tenir cette irréductibilité pour une dissociation entre les raisons et leur contribution causale à l'action. Autrement dit, nous avons voulu montrer en quel sens des raisons normatives pouvaient avoir un pouvoir explicatif et une force motivante. La normativité d'un fait consistant précisément dans sa capacité à fournir des raisons d'agir. Si ces deux points sont admis, nous pouvons en tirer quelques conséquences pour notre compréhension de l'agent rationnel, qui n'est pas un sujet empirique traversé par des causes sur lesquelles il n'a pas ou peu de prise, qui apprendrait par l'observation et le raisonnement inférentiel quelles sont les raisons de son action. L'existence de raisons normatives irréductibles aux causes implique un agent actif qui est rationnel au sens où il est capable de percevoir, de reconnaître les faits qui lui donnent des raisons d'agir, de saisir la signification normative des faits et d'y réagir de manière appropriée en étant motivé par ces raisons. Ce qui ne préjuge pas du caractère anhistorique de ces normes, mais bon, ça c'est un autre problème. Ce qui est universel dans une peinture de l'agent rationnel, c'est au moins en tout cas une rationalité formelle qui se manifeste par la capacité à reconnaître et à guider son action par des normes, même si celles-ci seraient sujettes à la critique ou à la révision. On est donc fondé à réhabiliter une version de l'agent rationnel autonome, selon laquelle être un agent, c'est se déterminer comme cause de sa propre action, en vertu de raisons dont on reconnaît la dimension normative. Voilà. Merci. Merci pour cet exposé très fouillé, précis, sur une question à laquelle Jacques Bourrès a consacré un certain nombre de réflexions et sur laquelle je pense qu'il va avoir un certain nombre de remarques à faire. J'ai vraiment très peu de choses à dire, tellement je suis d'accord. Enfin, en tout cas, je ne peux pas être absolument certain que Sophie Gigot a raison, mais je souhaite vivement qu'elle ait raison. Et je le désire fortement. Donc, je vais être très bref parce que le texte auquel vous avez fait allusion, là, les causes et les raisons, sur les causes et les raisons, est un texte déjà ancien, sur lequel par rapport auquel je n'ai pas beaucoup progressé par la suite, notamment parce que je me suis un peu détourné de cette question. Mais alors, si je peux m'attribuer un tout petit mérite, c'est que je crois que c'est dans ce texte que j'avais mis la main sur une citation de Wittgenstein, d'où il résulte clairement qu'il accepte tout à fait l'idée que les raisons sont, en tout cas, peuvent être des causes. Je crois que c'est dans les Lectures on the Foundations of Mathematics qu'il dit « Of course, reasons can be causes », c'est-à-dire les raisons peuvent tout à fait être des causes, alors qu'on avait tendance jusque-là à lui attribuer l'idée qu'il y a une espèce de dichotomie entre les causes et les raisons, hein, c'est-à-dire les causes sont des causes et puis les raisons sont des raisons, ce qui implique qu'elles ne peuvent pas être des causes. Donc j'avais été, disons, très sensible à ce moment-là au fait qu'il y avait incontestablement quelque chose
de vrai et d'indispensable à la compréhension de la situation dans ce que dit Davidson, à savoir que les raisons ne peuvent être considérées comme des raisons de l'action que dans la mesure où elles apportent une contribution causale à la production de l'action, pas seulement à sa compréhension, par exemple sous la forme d'une redescription qui peut être donnée après coup. Par conséquent, je suis extrêmement heureux de ce que j'ai entendu, parce que il me semble que vous avez apporté une réponse que je considère comme extrêmement prometteuse à la question que je me posais à l'époque, c'est-à-dire si les raisons sont des causes, quel genre de causes peuvent-elles être exactement, étant donné que ça ne peut pas être des causes quelconques, puisque je crois que c'est ce que j'avais essayé de dire. Alors, j'ai rarement entendu, je dois dire, un exposé qui apporte une contribution aussi substantielle à la discussion de cette question. Et donc j'adhère tout à fait à votre conclusion finale, c'est-à-dire ce que vous avez dit à propos de la manière dont, compte tenu de ce que vous avez essayé de démontrer, le sujet rationnel devrait se percevoir, c'est-à-dire comme une cause de son action, mais qui en même temps agit en fonction de normes qui doivent avoir un certain pouvoir, un pouvoir causal d'un certain type sur l'occurrence de cette action. Alors, la seule question que j'aimerais peut-être vous poser, c'est est-ce qu'il est possible, selon vous, d'attribuer à Musil une position précise sur cette question, qui est une question qui l'a évidemment intéressé de très près, et qu'il a discuté sous d'autres formes, bien entendu, pas dans ce langage-là, à maintes reprises. C'est-à-dire, est-ce qu'il est possible, si vous voulez, de revenir de la fin de votre exposé à son début? Alors, il me semble, merci pour vos remarques d'abord, mais il me semble que ce qu'on peut dire, en tout cas sur Musil, ce questionnement sur la causalité de l'action s'inscrit quand même clairement chez lui plus dans un questionnement moral qu'un questionnement purement pratique. Et il me semble que ça participe de la défense chez lui d'un certain rationalisme moral. C'est-à-dire l'idée que non seulement les actions doivent être rationalisées par des motifs ou des principes. Il parle d'ailleurs à certains moments du triomphe des principes, qu'il reprend, je sais que ça ne vous plaît pas trop, mais peut-être à Emerson. En tout cas, il y a une insistance sur la nécessité vraiment de rationaliser l'action et de la rationaliser autrement qu'en invoquant quelque chose qui serait de l'ordre de la causalité, que Musil entend comme ce qui est du côté de la défectuosité du psychisme, en fait. C'est-à-dire que pour lui, les causes purement empiriques de l'action sont de ce côté-là. Ça apparaît également de manière peut-être plus allusive dans cette partie où Ulrich traite du sentiment et où il est quand même aussi question de la motivation. Mais moi, ce qui me semble clair, en tout cas, c'est l'insistance chez Ulrich, et donc on peut le supposer dans une certaine mesure Musil, de proposer des raisons qui soient intelligibles pour la communauté. Et il est quand même pas anodin qu'il taxe, dans le passage que j'ai évoqué, Agathe d'idiote morale et d'idiote sociale. Il me semble qu'on peut par exemple lire l'extrait que j'ai évoqué comme en miroir avec la tentative de Moosbrugger de justifier ces crimes en série de prostituées. Évidemment, il y a aussi là une tentative de rationalisation de l'action, mais je ne crois pas que ce soit ça que Musil entende par des raisons. J'ai l'impression que, à la fin en tout cas du roman, il est plutôt dans une visée qui cherche à rapprocher les raisons pratiques des raisons morales. Et il me semble qu'il y a plus à tirer sur cette question-là que sur la question de l'efficacité pratique des raisons de manière plus générale. Alors, juste encore une petite question. Quelles sont les conséquences qui résultent de ce que vous avez dit et du genre de conception que vous cherchez à défendre en ce qui concerne le statut des raisons inconscientes? Comment est-ce qu'il faut comprendre les raisons inconscientes? Bon, pour Wittgenstein, évidemment, il n'y a aucune objection intrinsèque contre l'idée de raison inconsciente, mais les raisons inconscientes sont quand même subordonnées à l'obligation de pouvoir être reconnues comme telles, notamment dans la psychanalyse, par le sujet concerné. Donc ce qui fait de la raison une raison
c'est cette contrainte à laquelle elle est soumise de pouvoir faire l'objet de la reconnaissance de la part du sujet concerné. Est-ce que ce n'est pas une restriction qui est un peu trop stricte? Enfin, je ne sais pas, comment vous... C'est plus simple de régler la question de cette manière-là et de dire qu'effectivement, là, on est dans un cas d'aliénation qui contraste totalement avec la figure de l'agent rationnel que j'ai essayé de dresser, de dépeindre dans cet exposé. Et à ce titre, la notion de reconnaissance, oui, je lui ai fait jouer un rôle tellement central qu'on voit mal comment des raisons non reconnues pourraient être des raisons à moins de revenir. Mais alors là, on change complètement de plan à l'idée de raisons externes, et donc de raisons morales, en fait. Mais là, je suppose que ce n'est pas le sens de votre question. Donc... je crois que ce qui est gênant dans cette idée des raisons inconscientes, c'est peut-être plus la manière dont on s'y rapporte. C'est-à-dire le fait qu'en quelque sorte, on ait l'impression de les apprendre de la part d'un tiers extérieur, le psychanalyste, plutôt que de les assumer soi-même. C'est peut-être plutôt ça le point problématique. Mais bon, après... c'est une question qui est délicate, et même si les raisons inconscientes, parce que les raisons inconscientes n'appartiennent pas uniquement à des cas purement pathologiques, hein. Et moi, je me demande souvent si ce que je dis sur l'agent ne correspond pas à peut-être 10% des actions qu'on fait dans la vie, en fait. Et que tout le reste seraient des actions qui ne seraient pas susceptibles d'être rationalisées par des considérations normatives qui les auraient motivées. Sûrement, malheureusement, mais bon. Merci.